Junior au Gros Hacking. Merci d'être venu. L'objectif en fait de cette heure, c'est que à la fin, quand vous repassez la porte, vous avez compris le concept du Gros Hacking. Je vous ai partagé l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas être juste une boîte à outils, ça va être un état d'esprit. Vous allez pouvoir vous adapter dans n'importe quelle situation plus tard, dans le monde professionnel, pour pouvoir en fait utiliser ces méthodes. Et puis, je vais vous présenter 5-6 hacks que vous allez pouvoir utiliser si vous avez des projets en parallèle de vos études, directement en sortant de la salle. Alors du coup, le Gros Hacking, c'est quoi? Le Gros Hacking, en fait, c'est un mix de technologie et de marketing. Alors, ça paraît un peu flou. La technologie, ça peut être l'utilisation d'outils digitaux, l'utilisation du code, l'utilisation de logiciels. Et puis le marketing, à savoir aussi la psychologie du consommateur, c'est-à-dire comprendre les comportements, comprendre qui est notre client, comment il pense, et arriver à lui faire une action qui nous importe. Du coup, c'est un mix de ces deux choses-là, qui est supporté par la créativité. Il faut être créatif. Les data, puisqu'en fait, il y a une chose qui est très importante, c'est les données qu'on va récupérer, rentrer dans les données, comprendre les données, et puis les analyser pour pouvoir ensuite optimiser. Et le but du Gros Hacking, donc en français hacker la croissance, c'est vraiment générer et accélérer la croissance d'un projet, d'un produit, d'une entreprise. Comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est de vous partager l'état d'esprit. Et pour vous partager l'état d'esprit, j'ai décidé de prendre un exemple qui n'avait rien à voir avec le monde professionnel. L'objectif, c'est que vous compreniez en fait, c'est quoi le Gros Hacking, c'est quoi avoir l'état d'esprit du Gros Hacking. Tous les ans, à l'Independence Day aux États-Unis, il y a un concours de hot dog, le plus gros mangeur de hot dog, ok? Celui qui est à gauche, qui s'appelle Badland, je crois, c'est le tenant du titre. Il a mangé, donc c'est en 12 minutes, il a mangé 25 hot dogs en 12 minutes. Ok, ça c'est l'objectif. Puis il y a Kobayashi à droite, qui est tout fin, qui participe en 2001 pour la première fois. Il est tout fin, il n'a pas d'expérience, il n'a jamais participé à un concours, par contre il explose le record. Comment il fait? À votre avis déjà, en 12 minutes, combien, avec son petit corps, il est capable de manger de hot dog? 30? 35? 40? 50? Alors comment il fait? En fait, il pense Gros Hacking. Il voit l'objectif et il se dit, mais en fait, ça c'est les méthodes normales, c'est quoi? Je prends le dog et je me le fous dans le pif et je continue. Ou alors, je cherche une manière totalement différente, une alternative qui va pouvoir me permettre de gagner du temps, une alternative qui va me permettre en fait d'atteindre l'objectif mais d'une manière totalement différente. Du coup, son processus il est en 4 étapes. On prend les hot dogs, il sépare toutes les saucisses du pain. Ok? Deuxième étape, il mange les saucisses. Que les saucisses. 50 saucisses d'un coup. C'est un peu écœurant. Il commence par les saucisses. Ensuite, il y a des verres d'eau. Il plonge le pain dans le verre d'eau. Et là, d'un coup, quand il mâche beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que le pain est trempé. Et c'est tout. Et il gagne. En fait, il a juste vu l'objectif. Il a vu la méthode. Il s'est dit, comment est-ce que je vais trouver une faille? Comment est-ce que je vais trouver un moyen d'atteindre l'objectif, mais beaucoup plus facilement? Et c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête quand vous pensez au Gros Hacking, quand vous voyez un projet, quand vous mettez un objectif. Ok, les gens font comme ça. Tout le monde fait comme ça. Mais si tout le monde fait comme ça, quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode, beaucoup plus rapide, à moindre coût, pour pouvoir y arriver? Alors pourquoi le Gros Hacking? Pourquoi le Gros Hacking? Aujourd'hui, il y a des grands groupes, il y a des grandes entreprises qui vont dépenser des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans de la publicité, dans de la communication. Ils arrivent avec des moyens très forts. Une start-up, une PME, un entrepreneur, aujourd'hui, il a des ressources très limitées en temps. Parce que dans une journée, il y a 24 heures, mais à un moment, il faut dormir. Il n'a pas d'employés en théorie, ou très peu. Et puis aussi en argent. Un entrepreneur aujourd'hui, avant de lever des fonds, il faut qu'il fasse ses preuves, il faut qu'il arrive à un certain niveau. Alors du coup, l'idée, c'est de se dire, le Gros Hacking, on n'a pas de patience. Parce qu'en fait, on n'est pas patient, on n'est pas une petite PME locale qui est en train de développer sa boîte. On n'a pas d'argent, on n'est pas un grand groupe, alors du coup, on va utiliser des outils. Et on va pouvoir essayer justement d'atteindre les mêmes objectifs que ces grands groupes, que ces personnes qui ont des très gros moyens. D'où la petite image de David et Goliath. Ce qui est super important, je ne savais pas quel était votre niveau en entrepreneuriat, etc. Je voulais vraiment insister sur ce point-là. Aujourd'hui, quand on a une idée en entrepreneuriat, c'est super important de la valider. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ont des idées, et en fait, ils vont se dire, moi j'ai besoin d'un site internet, j'ai besoin d'un dev, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et ils vont aller faire un emprunt à la banquier, ils vont développer le petit truc dans leur coin pendant 1 an et demi, 2 ans, et à la fin, ils vont lancer leur produit.
Leur produit, en fait, il n'aura jamais été confronté à la personne la plus importante dans une entreprise, c'est le client. C'est-à-dire qu'ils vont arriver avec le produit au bout de 2 ans, et le client va dire « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et moi, ça ne répond pas du tout à mes besoins. Ça ne solutionne pas mon problème. Du coup, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, avant de penser gros hacking, ce qu'on appelle le validation marketing, c'est de se dire on va valider une idée. Comment on va faire? On va faire une petite landing page, donc un site internet d'une page. On va expliquer la solution, et puis on va proposer aux gens de s'inscrire. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Et en fait, après, on va pouvoir construire le produit tout en étant en relation avec eux. L'objectif, c'est vraiment de se dire, si je développe cette caractéristique, c'est parce que le client m'a dit oui, je la veux. C'est pas parce que je me suis dit que c'était une bonne idée. Parce que moi, la bonne idée, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est de répondre aux problèmes des clients. Du coup, ça, c'est la première phase. Ensuite, vient le gros hacking. Et le gros hacking, il faut qu'il y ait le product market fit. Qui sait ce que c'est le product market fit? Très bien. Le product market fit. Le product market fit, c'est super facile, c'est super simple comme terme. Vous avez le product market fit quand les gens comprennent votre produit, quand les gens achètent votre produit et quand les gens recommandent votre produit. Si vous n'avez pas ces 3 éléments, en fait c'est un peu comme si votre offre elle est en symbiose avec la demande. C'est-à-dire que la demande, les gens demandent quelque chose et vous leur apportez exactement ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas ça, l'image que vous ayez en tête, qu'il faut que vous ayez en tête, c'est une bassine d'eau trouée. C'est-à-dire que vous arrivez, vous ouvrez toutes les vannes, robinet d'eau, robinet d'eau, robinet d'eau, robinet d'eau, mais en fait votre seau il est troué. Du coup ça sert à rien, vous perdez. Du coup l'idée c'est de se dire, je vais construire un produit avec une première base de potentiels clients, je vais l'améliorer, et au moment où on se dira, on posera cette question-là à notre base d'utilisateurs, à quel point seriez-vous déçus si vous ne pouvez plus utiliser mon produit demain? S'il y a 40% des utilisateurs qui disent « je serais très déçu », vous avez atteint Product Market Fit. Et là, c'est parti pour le gros hacking. Là, vous pouvez ouvrir les valves d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trous, il y a beaucoup moins de trous et du coup, vous allez perdre beaucoup moins d'eau. Et du coup, la rétention, ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire le taux de personnes qui vont rester à utiliser votre produit sera assez élevé pour qu'en fait, votre offre et votre business soient viables. C'est vraiment super, super important. Quand vous allez développer une offre, ça c'est le tunnel A3R3, donc super connu en gros hacking. C'est un peu le parcours utilisateur. Le parcours utilisateur, on commence par awareness, c'est-à-dire qu'on va le sensibiliser. Ok? On va le toucher, on va lui expliquer ce qu'on fait. Ensuite, on va l'acquérir. Une fois qu'on l'a acquis, on va l'activer, c'est-à-dire qu'on va lui demander de faire une action. Ça peut être de s'inscrire, ça peut être de payer un produit, etc. Puis il y aura la rétention. On va essayer de le faire revenir. Une fois qu'il est revenu, là il y a un moment, clairement il faut faire de l'argent. Revenu, c'est un business. Et puis référol à la fin, recommandation. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'on l'a dit, le product market fit, les gens parlent autour d'eux de notre produit. Si je prends un cas concret, aujourd'hui je lance une plateforme de gros hacking en français. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je fais un cours à une trentaine de personnes sur le gros hacking. Ok? Sensibilisation. J'explique à ces personnes ce que c'est le gros hacking. Je leur donne les thèmes, je leur donne les concepts, je leur explique. Ensuite, il y a l'acquisition. À la fin du diapo, je vous dis, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site Mapix Academy, et là il y aura une formation gratuite, il y aura du contenu, vous pourrez continuer à y aller. Peut-être 10% d'entre vous, ce soir, vous rentrez chez vous et dites, tiens, je vais aller faire un tour. Vous arrivez dessus et vous inscrivez à la formation. Activation. Rétention, dans une semaine, je récupère vos emails que vous avez mis pour vous inscrire, et vous envoie tous un petit email. En mode, salut, c'est Pierre. C'était cool, on a passé 1 heure ensemble, c'était sympa. Ça te dit d'aller jeter un œil et de me dire ce que tu penses de la plateforme. Pouf, vous revenez. Revenu, sur cette plateforme, il y a du contenu qui est payant. Ça se trouve, il y en a un de vous qui est carrément mordu du truc ou qui a un projet qui se dit allez feu, je paye parce que je pense qu'il y a ça vraiment de la valeur. Et puis recommandation, sur ceux qui vont sortir de cette salle, il y en a peut-être qui vont en parler autour d'eux. Vous allez boire une bière au foyer, vous allez dire je reviens d'un cours de gros hacking, j'ai appris plein de trucs, c'était cool. Ou alors juste du bad buzz, non, c'était pas terrible, je me suis ennuyé pendant 1 heure. Et j'aurais mieux dû venir au foyer 1 heure plus tôt. A3R3 tunnel. Vraiment, ayez ça en tête dans le parcours utilisateur, c'est super important. C'est comme ça que vous devez développer vos stratégies d'acquisition, vos stratégies de développement d'offres. La règle numéro 1 en gros hacking, c'est expérimenter. J'ai déjà dit tout à l'heure, learning by doing. Si vous expérimentez pas, vous ne pouvez pas apprendre. Et en fait, vous ne pouvez pas avoir de données. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas optimiser.
Ok, c'est parti. Alors du coup, vous dites, bon d'accord, il nous parle de gros hacking, mais comment on fait? Par quoi on commence? On commence par 1, définir son OMTM. OMTM, c'est Only Metric That Matter. Okay, ça veut dire c'est la seule métrique, le seul chiffre qui pour vous a une énorme importance. Si vous avez un site e-commerce, ça peut être votre chiffre d'affaires. Si vous avez un blog, ça peut être le nombre de visites mensuelles. Si vous avez, vous voyez le principe, l'idée c'est de se dire en fait quelle est en fait, la métrique, ce chiffre que je traque, que je suis, qui a un vrai impact sur la croissance de mon entreprise. C'est-à-dire que si ça va vers le haut, et ben je vais bien. Vous la définissez. Une fois que vous l'avez définie, vous regardez votre produit, votre offre, votre projet, vous dites ok, quelle est ma cible? À qui je dois vendre? Quel est mon client? Et alors là, attention, les entrepreneurs qui arrivent et qui disent moi c'est les femmes d'environ 20 à 40 ans. Ah d'accord, ça fait quand même un paquet de personnes, hein. Vous commencez par où? On commence tout le temps super petit. On définit sa cible, on se dit, ma cible, c'est Jean-Marc, il a 24 ans, il vient de finir son école, il commence à bosser à Paris, il adore aller boire des verres, le soir avec ses potes, il va nager à la piscine, et c'est un fanat de cinéma. C'est lui. Et là vous dites, ok, maintenant que j'ai mon Jean-Marc, j'ai ma cible, qui sont les autres Jean-Marc? Où est-ce que je peux les trouver? Et là on arrive dans définir les canaux. C'est-à-dire, où est-ce que je trouve ce type de personnes? Pour les toucher, pour les sensibiliser, pour les acquérir, pour les activer. Où est-ce que je le trouve? Est-ce que je vais le trouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur Snapchat, sur Instagram, dans un salon, sur un événement, dans une conférence, dans une école? Et là on liste. Et on se dit, ok, très bien. J'ai cette cible-là, je peux les trouver là. Ensuite, on recherche des données sur la cible et les canaux. Par exemple, on se dit Facebook, ok, alors, où est-ce que je peux le toucher Facebook? Je peux le toucher via une page Facebook, un groupe Facebook, via un chatbot. L'idée, c'est de faire ça avec tous les canaux potentiels et se dire, ok, maintenant, je sais sur quel levier à peu près je peux jouer pour pouvoir être en contact avec ce potentiel client. Une fois qu'on a ça, on va brainstormer sur une liste de 8 expérimentations. C'est-à-dire, peut-être que je pourrais mettre en place cette action-là. Peut-être que je pourrais rejoindre tous les groupes des personnes qui vont à la piscine en France sur Facebook et publier le lien de mon site. Par exemple. Peut-être que je pourrais aller sur Instagram et je pourrais aller en message direct, taper un hashtag, voir toutes les personnes qui ont publié une photo avec ce hashtag et leur envoyer un message direct. Et on a 8 expérimentations. Une fois qu'on a ces 8 expérimentations, il faut les prioriser. Super important parce qu'en gros hacking, on l'a dit, l'objectif du gros hacking, c'est de gagner du temps. On n'a pas de temps, du coup, on ne va pas en perdre à tester tout à la fois. Et on ne va pas en perdre à tester une expérimentation qui a un plus faible potentiel qu'une autre. Du coup, on les priorise. On les priorise avec le modèle ICE. Alors, I, c'est pour impact. Ça veut dire, à votre avis, sur une note de 0 à 10, quel va être l'impact de cette expérimentation sur l'OMTM que vous avez choisi au début? Le chiffre qui, pour vous, va générer de la croissance. Donc, impact. Donc là, c'est vraiment par rapport à votre feeling, par rapport à vos expériences personnelles, par rapport à des méthodes que vous avez lues dans des articles, vous dites, ok, peut-être que là, ça sera 8 sur 10. Ensuite, c'est confiance. Quelle confiance vous avez concernant la réussite de cette expérimentation? De 0 à 10, encore une fois. Puis après, E pour ease, la facilité. C'est-à-dire, est-ce que ça va être facile ou pas de mettre cette expérimentation en place? Est-ce que ça va demander du code? Est-ce que ça va demander de mettre en place un logiciel? Est-ce que ça va demander de joindre des partenaires, etc. Est-ce que ça va prendre du temps ou est-ce que ça va être facile? Une fois que vous avez ces 3 notes, vous les divisez par 3. Et là, du coup, vous avez une note que vous pouvez classer vos 8 expérimentations. De la plus potentiellement intéressante à la moins intéressante. Et là, vous commencez à expérimenter. Vous commencez à expérimenter pendant une période de 7 jours. C'est super important de se mettre des processus comme ça. Parce qu'en fait, ça permet de rester ultra performant, ultra efficace. Si vous faites les trucs un peu à la va-vite, en faisant tout à droite à gauche, vous aurez un mal fou à mesurer la performance et donc à vous rendre compte si le hack que vous avez mis en place a un vrai impact du coup, sur votre croissance. Du coup, 7 jours, tous les jours, vous mesurez l'impact. C'est-à-dire que tous les soirs, vous allez noter, ok, j'ai eu plus de visites ou j'ai eu plus de commandes, etc., etc. À la fin des 7 jours, vous mesurez votre MTM. Et vous dites, ok, il a vraiment bien augmenté ou pas tant que ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met de côté ou est-ce qu'on l'optimise? Là, on va se dire, on va l'optimiser, on va essayer de changer quelque chose. Peut-être qu'on va changer le message. Peut-être que le message n'était pas assez bon, il n'était pas assez percutant. Peut-être qu'on va changer de hashtag, peut-être que ce n'est pas le bon hashtag qu'on a mis en place. Et on repart pour une période d'exécution de 10 jours. Et là, c'est pareil, tous les jours,
on note le data. Si vous notez pas le data, c'est comme si vous marchiez dans le noir. Parce qu'à la fin, vous seriez incapable de savoir si ce que vous avez fait, c'est bien ou c'est pas bien. Et on repart pour mesurer l'OMTM. On voit là si ça a fonctionné ou pas, on décide d'optimiser ou de passer à l'expérimentation numéro 2. Si une expérimentation fonctionne vraiment, c'est-à-dire que vous voyez vraiment un impact sur votre OMTM, et bien là clairement, vous allez la scaler. Donc quand on dit scaler, c'est-à-dire que vous allez l'accélérer, vous allez faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite en utilisant la technologie. Donc ça peut être mise en place de code, utiliser des logiciels, des outils, etc., etc. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de questions? Tout est clair? Alors du coup, 3 exemples. Vous connaissez toutes ces entreprises? Ok. Alors ces entreprises, elles ont fait du gros hacking pour accélérer leur croissance. C'est souvent pas trop connu. Airbnb par exemple, comment elle a fait? Si on reprend un peu le processus qu'on vient de voir, Airbnb, ils se sont lancés à San Francisco. C'était 2 potes, il y a une énorme conférence, c'était impossible de louer un hôtel à San Francisco. Et là ils se sont dit, mais nous on va prendre un matelas pneumatique, on va le foutre sur le sol, on va proposer un petit déj le lendemain, et on va louer. Et boum, ils ont loué à des mecs. Et là c'est devenu Airbed and Breakfast, et boum c'est parti. Et là ils ont lancé une plateforme, il y avait du trafic, il y a des gens qui mettaient leur maison en location, des personnes qui louaient les maisons, mais ce genre de plateforme où on prend des commissions, ça demande un volume monstre en fait pour pouvoir être rentable. Du coup ils se sont dit, bon bah là il faut vraiment beaucoup plus de monde. Alors comment on fait? On se dit, ok, où sont les personnes, où sont nos clients? Où est notre Jean-Marc, qui lui adore louer des maisons, et qui adore louer sa maison ou aller se balader un peu dans le monde. Et du coup, ils se sont dit, ok, où est-ce qu'on peut les trouver, sur quel canal? Et bah, aux États-Unis, il y a l'équivalent du Bon Coin. Ça s'appelle Craigslist. Et comme chez nous, vous le savez très bien que sur le Bon Coin, il y a des gens qui louent leur baraque, des personnes qui vont louer la maison d'une personne. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que à chaque fois qu'une personne mettait sa maison en location sur Airbnb, à la fin, il y avait un bouton qui disait « Cliquez sur ce bouton » et en un clic, votre annonce de location de maison, elle apparaîtra sur Craigslist et ça augmentera vos chances de louer votre maison par 7. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel utilisateur qui mettait sa maison en location, elle était à la fois sur Airbnb, à la fois sur Craigslist. Craigslist, comme le Bon Coin aujourd'hui, il y a un trafic monstre, énormément de personnes qui vont dessus. Du coup, les personnes, elles mettaient « Ok, moi je voudrais louer une maison à, je sais pas, en Irlande, à Dublin. » Pouf, j'arrive dessus, j'arrive sur l'annonce sur Craigslist, l'équivalent du Bon Coin, et là je vois un lien vers Airbnb, et boum, j'atterris sur Airbnb. Et je me rends compte que Airbnb, visuellement c'est quand même beaucoup plus sympa, et du coup je finis par utiliser Airbnb. C'est comme ça qu'ils ont fait énormément d'acquisitions. Ils ont juste utilisé un autre canal pour faire venir leur cible potentielle vers leur site. PayPal, ils se sont dit, ok, nous on veut que les gens, ils payent en ligne, avec notre outil. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens payent en ligne, aient confiance en notre solution, sachant que quand ils ont commencé, les gens n'avaient pas forcément confiance de mettre leur carte bancaire en ligne, leur RIB, etc., etc. Ils se sont dit, il faut qu'on aille voir des personnes qui ont l'habitude dans un premier temps, c'est toujours pareil, on ne va pas viser tout le monde, même si à la fin tout le monde peut l'utiliser. On commence par toujours viser les personnes qui sont les plus susceptibles d'utiliser notre produit dès à présent. Du coup, ils se sont dit eBay. Sur eBay, les gens achètent, ils payent en ligne. Et comment on va faire pour arriver à convertir tous ces gens qui utilisent déjà d'autres méthodes de paiement? Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les gros vendeurs, les personnes qui vendent des centaines et des milliers de produits par mois, et on va leur dire, moi je t'achète ton produit, mais je te paye par PayPal. Et le vendeur, qu'est-ce qu'il se dit? Mais je vais pas louper une vente, moi. Ok, j'accepte ta solution de paiement. Et du coup, c'est les gros vendeurs sur eBay qui commencent à utiliser PayPal. On leur propose après de mettre un petit badge certifié PayPal sur leur profil, et d'un coup, boum, une personne qui vend des centaines et des milliers sur eBay propose, parce qu'il comprend que la solution PayPal est super facile et super rapide, à tous ses acheteurs d'acheter par PayPal. Et là, boum, on explose, PayPal explose. Airbnb, PayPal, 2 solutions, le coût d'acquisition ultra faible. Là, on n'est pas sur des campagnes de pub TV ou du AdWords, des trucs comme ça. On se dit juste, on va utiliser des méthodes alternatives à moindre coût pour pouvoir accélérer notre croissance. Dropbox, alors là, je reviens sur l'idée de valider son idée avant de se lancer. Eux, ils ont fait un énorme hack qui est genre le fake it until you make it. C'est l'idée de se dire, ils ont fait un petit site internet, et sur ce site internet, il y avait une vidéo
Et la vidéo disait, voilà ce que vous pouvez faire avec Dropbox. Et il y avait une souris qui prenait un fichier, pouf, qu'il mettait sur le cloud, et qu'il reprenait. Et si tu es intéressé, tu t'inscris. Et là, d'un coup, les gens étaient fous. Ils étaient fous, ils ne connaissaient pas le cloud. Ils étaient en mode boum, allez, on s'inscrit. Et d'un coup, ils ont eu des milliers d'adresses email de personnes qui disaient, mais moi, quand Dropbox sort, mais bien sûr que je veux l'utiliser. C'est-à-dire que là, le mec n'avait même pas créé le produit, il avait juste fait une vidéo fake. Et au final, il avait déjà une liste d'attente de personnes qui étaient prêtes à payer. Et c'est comme ça que quand on entreprend aujourd'hui, il faudrait que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous allez sortir votre produit, vous avez déjà des centaines et des milliers de personnes, bien sûr ça c'est rêvé, mais qui attendent d'autres produits, qui sont prêts à payer, qui se disent voilà, là c'est ma carte bancaire, où est-ce que je paye? Donc Dropbox a commencé comme ça, et puis ils ont lancé leur produit, puis ils se sont dit bon c'est bien, on a une croissance qui est intéressante, on a du monde qui utilise le produit, mais comment on fait encore pour accélérer? Même problématique qu'Airbnb. Les gens utilisent, mais comment on fait pour accélérer? Très facile, imaginons qu'avec votre compte gratuit, vous ayez 10 gigas de stockage, et bien là on vous proposait, Dropbox vous proposait, t'invites un ami et t'as 1 giga en plus. Et là c'est le système de référent, c'est-à-dire de recommandation, le parrainage qu'on connaît tous. Et là, poum, ça explose. Accélération de croissance. C'est-à-dire on utilise les utilisateurs actuels de la plateforme pour générer de la croissance et être notre propre force de vente. Ce qui est super important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que certes c'est bien d'acquérir des clients, certes c'est bien de générer de la croissance, mais ce qu'il faut en fait surtout, c'est d'analyser. Parce que tout ce que vous allez faire, si vous n'avez pas la tête dans les datas, dans les données, vous allez vous perdre, et vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez aussi vous démoraliser. Donc ce qui est super important, c'est de pouvoir analyser. Du coup, comment on fait pour analyser? Comment on fait pour se rendre compte de l'impact de ce qu'on fait? Alors je ne sais pas si je vais arriver à sortir du truc. Ouais, ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle URL Builder. Hop. Le premier lien. Et en fait, imaginons que ça c'est votre site internet. Donc là, vous prenez le lien de votre site internet et c'est ce site internet là que vous allez partager à des potentiels clients. Du coup, vous arrivez sur cette petite plateforme, vous copiez-collez l'URL, tac. Et là, vous allez pouvoir mettre la campagne. Imaginons que vous faites des bannières sur Facebook, vous allez pouvoir écrire Facebook dans source et en campagne des bannières. Et là, vous récupérez un nouveau lien. Ce nouveau lien, vous pouvez le mettre en mode, vous pouvez le raccourcir avec Bitly ou Google Short URL. Vous avez ce nouveau lien et c'est ce lien-là qui est vraiment personnalisé par rapport à une action, par rapport à une expérimentation dans les 8 par exemple qu'on avait brainstormé. C'est ce lien-là que vous allez utiliser. Une fois que vous avez utilisé ce lien-là, vous allez sur Google. Qui a déjà utilisé Google Analytics? Ok. Google Analytics, c'est un outil qui permet de traquer les données de son site internet. C'est gratuit, c'est un outil qui a été créé par Google, qui vous permet de savoir combien de personnes visitent votre site internet, sur combien de pages est-ce qu'ils vont, quelles pages sont les plus intéressantes, et du coup de traquer la source. Et du coup, il y a une partie acquisition, et quand vous avez la partie acquisition, tout le trafic, source, ouf, vous cliquez ici, et là en fait, en théorie, vous verrez, là c'est pas le cas parce que c'est une autre plateforme, mais vous verrez par exemple Facebook bannière. Et vous verrez du coup, là c'est marqué 991, mais vous pourrez voir 50. Et vous dites ok, aujourd'hui, en ayant fait cette expérimentation-là, il y a 50 personnes qui sont arrivées sur mon site, et en utilisant ce lien-là, vous allez pouvoir le traquer. Et du coup, vous rendre compte de l'impact de l'action que vous aurez mis en place. Donc super important, utiliser des outils d'analyse, donc comme Google Analytics. Il y en a plein d'autres. Il y a des outils par exemple comme Hotjar, H-O-T-J-A-R, qui permet même de filmer ce que la personne fait sur votre site internet. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir voir, elle arrive, pouf, sa souris va là, il fait ça, il clique ici. Et là, vous dites, mais merde, mais pourquoi il n'a pas cliqué sur ce bouton? Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, vous faites des modifications. Et là, vous vous rendez compte, ça y est, les gens commencent à cliquer sur le bouton. C'est quoi le... Hotjar, H-O-T-J-A-R. Donc il y a une version gratuite. Et donc ça permet vraiment en fait, de comprendre ce que fait l'utilisateur pour pouvoir améliorer votre site internet, toujours être dans l'optimisation. Mais avant d'être dans l'optimisation, il faut être dans l'analyse et donc dans la mesure des données. Et puis bien sûr, tout gros hacker le fait, c'est d'avoir un tableau de données. C'est-à-dire que vous avez un tableau sur Excel et vous mesurez tout. Parce que si vous ne mesurez pas, encore une fois, vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas optimiser. Alors, imaginons, là, aujourd'hui, vous sortez de la salle, vous avez une idée de fou, vous vous dites, et si je livrais la bouffe chez les gens? Le truc qui n'existe pas.
truc qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire que vous créez une plateforme, les gens peuvent se faire livrer McDo par des mecs à vélo. Le délire. Et là, vous dites, ok, alors comment est-ce que je fais pour acquérir mes premiers utilisateurs? À votre avis, qui sont les clients les plus chauds, les clients qui pourraient, pour vous, être les plus à même d'utiliser votre plateforme? N'hésitez pas. À votre avis? Jeune pro. Jeunes pro? Donc toi, tu pars sur une cible, les jeunes pros. Genre, quel âge? Bah le 25, enfin ouais, le 25 ans qui commence à bosser, qui a un peu de thunes mais pas trop non plus, qui sort du taf un peu tard, qui du coup a la flemme de se faire bouffer ou qui peut pas aller sur un resto parce qu'il a pas assez de... Ok. Et du coup, comment tu le touches? Comment tu le touches Pour lui dire, hey, salut, il y a une super plateforme qui vient de sortir. Facebook. Facebook, en mode... En Facebook Ads. Donc tu fais de la publicité payante là. Ouais. C'est pas du tout sur un cours de gros acquis. Non, pas du tout. Super. Ok, ça marche. Très bien. Moi, je te propose une autre solution. Tu te dis, quelle personne serait la plus intéressée pour utiliser ce produit-là? Bah, pourquoi pas déjà les personnes qui utilisent déjà ce produit-là. Donc tu te dis, bah, peut-être qu'on pourrait essayer de taper les clients de Uber Eats ou de Deliveroo ou de Take It Easy quand ils étaient encore là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas encore avoir un niveau encore supérieur de personnes encore plus faciles à convertir? Les gens qui se déplacent chez McDo. Ok. Non, vraiment, c'est important. Et allez-y, balancez si vous avez des idées. Qu'est-ce que vous direz de contacter les personnes qui utilisent déjà ces plateformes, mais qui ne sont pas satisfaits de ces plateformes? C'est-à-dire que le mec a utilisé Deliveroo, et il a eu sa commande en retard, et il a vraiment la haine contre Deliveroo. Ce serait pas peut-être une personne qui serait facile à convertir? Alors du coup, où est-ce qu'on la trouve cette personne? On la trouve sur Twitter. On arrive sur Twitter, et on va se dire, bah attends, Deliveroo, tac, France, peut-être, ok. Et en fait, sur Deliveroo France, enfin sur tous les comptes Twitter, il y a un élément ici qui s'appelle Tweet et réponse. Et ici, c'est le support. Et là, on clique. C'était il y a 21h. Comment le livrer entre 20h30 et 20h40 et toujours rien. On descend, flush, non, alors c'est qui là? Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Et ça marche comment chez vous? 19h commande de 4 pizzas, 9h50, vous nous raccrochonnez quand on demande un geste commercial. Ben là, c'est pas compliqué, hein. Il y a son pseudo, @bgarigou là. On récupère les petits pseudos, puis on leur envoie un tweet. Eh salut, nous on vient de lancer cette plateforme et on te propose moins 20% et désolé pour ton expérience avec Deliveroo. Il y a 140 caractères, on essaie de réduire le truc. Et voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire ça avec plein de trucs. L'idée c'est de se dire, bah, où est mon audience? Où est-ce que je peux la trouver? Quelle est l'audience la plus à même en fait d'être convertie le plus rapidement possible? Tac. Ensuite. Ok. Là vous dites, aujourd'hui il y a un truc qui se développe à fond, c'est les influenceurs. Les influenceurs dans le marketing, on se dit voilà, aujourd'hui ça sert même plus à rien de dépenser de la pub, autant aller contacter des blogueurs, des youtubeurs, des mecs qui ont déjà une audience et en fait qui ont une légitimité auprès de leur audience, on va pouvoir les contacter, mais le truc c'est qu'ils vont nous faire payer. On va dire bah ouais mais mec pour un post sur Instagram c'est 150 € et puis c'est tout quoi. Alors nous on arrive avec nos petites épaules d'entrepreneur, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, comment on fait? Alors du coup, il y a deux leviers très puissants en monde de l'entreprise. Il y a l'argent, c'est sûr, puis il y a l'ego. L'ego, c'est un levier sur lequel vous pouvez jouer d'une manière ultra puissante. Alors comment on fait du coup pour jouer sur l'ego, pour pouvoir obtenir d'influenceurs de partager notre contenu gratuitement? Pas compliqué. Alors, imaginez que vous avez, je sais pas, un blog sur le digital marketing. Ok? Vous faites un blog sur le digital marketing et vous dites mais moi j'aimerais bien que tous ces influenceurs ils partagent mes articles mais qui sont trop connus, qui s'en foutent, enfin, dans tous les cas ils vont me demander de l'argent si je leur demande ça. Ou alors vous arrivez avec une autre technique d'approche. Vous les contactez, vous leur dites voilà, j'ai écrit un article sur la thématique qui est le top 20 influenceurs
français dans le digital marketing partagent leur opinion sur cette thématique. Voici un lien vers un petit questionnaire en ligne, 2-3 questions, super rapide. Et voilà, en gros, vous lui dites, bah, tu fais partie du top 20 des influenceurs en digital marketing. Le mec, il est en mode, ouh, partage-nous ton opinion, fais partie du game. Tu sais, c'est comme le délire, genre le top 30, Forbes, tous ces trucs-là, les mecs, ils se sentent plus, quoi. Et bah là, c'est parti. Et là, le mec répond à ces petites questions. Et là, vous rédigez l'article à la fin, vous avez 20 influenceurs, 20 personnes qui ont une grosse audience, qui sont légitimes dans ce qu'ils font, qui vous ont partagé du contenu. Vous rédigez l'article, boum, 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 boum. L'article s'appelle Top 20 influenceurs français en digital marketing, partage d'opinion là-dessus, boum. Et là, vous leur envoyez juste un petit mail et vous dites merci encore pour ta participation. Vous ne demandez même pas de partager. Ah bah, dans l'heure qui suit, partagez sur leur mur, il n'y a pas de problème. Et là, d'un coup, bah, vous récupérez le trafic de toute leur audience. Et boum, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. L'ego. Vraiment, on parle encore, on revient à ce que je disais au tout début, ce mix de technologie et de marketing. Le marketing, la psychologie du consommateur, la psychologie, l'humain, le cerveau, comment agir sur le cerveau. Ça, c'est vraiment des thématiques qui sont propres au gros hacking. Tac. Ensuite, développer un side project. Alors un side project, c'est un projet parallèle à ce qu'on fait à notre activité primaire. C'est-à-dire, ben voilà, moi on a un site qui vend des articles de jardinage, et puis on va avoir un petit side project, par exemple ça va être un blog à côté qui donne des petites méthodes pour jardiner, quoi. L'intérêt du side project, en théorie, c'est qu'en fait il est gratuit pour votre audience, et il va permettre en fait de gagner du trafic. Je vais vous donner un exemple très concret. Une des startups qu'on a accélérées en Inde, qui s'appelle Receptio, eux, leur boîte, c'est vous arrivez dans un bar, vous donnez votre numéro de téléphone, vous recevez un SMS, sur ce SMS il y a un lien et vous avez un menu digital. Parce qu'on sait très bien que le vendredi soir ou le samedi soir, dans des bars un peu huppés, il y a un monde de fous, et pour avoir son verre, etc., les serveurs courent dans tous les sens, c'est l'horreur. Du coup, vous recevez votre petit menu digital, vous l'avez sur votre portable, boum, vous commandez, les gens viennent directement vous servir, ils n'ont pas besoin de venir vous demander ce que vous avez en place. Du coup, eux, leur cible, c'était les personnes qui gèrent des bars. Et les personnes qui gèrent des bars, c'est pas c'est pas Jackie qui est tranquille devant Téléfoot le dimanche matin, c'est pas évident à reacher, quoi. C'est pas évident à le toucher, le mec. On ne parle pas de B2C, là on est dans du B2B, du coup c'est super dur de toucher le décideur. Alors comment on arrive à toucher le gérant d'un bar? Mais du coup, on a mis en place avec eux un petit side project qui permettait aux gérants de bar de mettre le nom de leur restaurant, leur prénom, leur ville, et d'obtenir un score sur la popularité de leur restaurant. Qui va regarder la popularité de son restaurant à part le mec qui gère son restaurant ou son bar. Et l'idée c'est de se dire bah, c'est gratuit. Le mec, il y a cet outil qui est mis en place. Et en fait, ils avaient mis en place avec des techniques de récupérer des données ouvertes qui sont sur Google, etc. Un score sur 100 par rapport à tous les avis qu'il y avait, genre sur TripAdvisor, ils ont plein de plateformes là-bas pour noter, mettre des avis sur le restaurant. Et boum, ça en mettait, votre restaurant a une note de 80 sur 100. Il est classé tant dans cette ville. Et voici quelques petits tips pour pouvoir améliorer votre service pour vos clients, etc., etc. Du coup, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, dans leur tunnel d'acquisition, pouf, ils ont le numéro de téléphone, le mail, le prénom du gérant d'un bar. Et après, l'idée, c'est de se dire, ces personnes-là, elles ont reçu leur petit score, leurs petits tips, etc. Ils rentrent dans un tunnel, pouf, où il y a 5 emails qui sont automatisés. C'est-à-dire que le premier email, c'est le score. Le deuxième email, 3-4 jours plus tard, c'est les tips en mode n'hésitez pas à faire ça, à mettre ça en place, etc., etc. On donne. Une des premières règles, c'est donner avant de recevoir. Si vous n'êtes pas capable de donner, si vous arrivez comme ça, du jour au lendemain et vous dites moi ça coûte tant, en fait, à partir du moment où les gens ne vous connaissent pas, les gens ne savent pas qui vous êtes, ne savent pas ce que vous faites, ne savent pas votre expérience, à quel moment ils vont vous faire confiance pour payer vos services. L'objectif, c'est de construire une relation de confiance. Et pour construire une relation de confiance, il faut montrer qu'on est compétent.
Il faut montrer qu'on a les épaules pour collaborer et pour travailler ensemble. Du coup, premier email, le score. Deuxième email, les tips. Troisième email, présentation de l'offre de la startup. Nous, on met ça en place, etc., etc. On travaille déjà avec tant de bars qui sont super contents, sans rien proposer. Quatrième email, on redonne des tips. Cinquième email, on leur propose d'avoir une démonstration. Du coup, pouf, petit à petit, on a construit la relation, totalement virtuelle. Et ce qui est beau, c'est qu'à la fin, c'est le mec qui appelle et qui dit bonjour, j'aimerais avoir une démonstration. C'est même pas nous qui allons faire du porte-à-porte et dire bonjour, est-ce que je pourrais parler au gérant du bar, s'il vous plaît, non, il n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas le temps, j'en ai marre de me faire des marchés, blablabla. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre ce genre de processus en place pour avoir le décideur et pour pouvoir en fait avoir un vrai levier. Et alors le dernier, petit hack, c'est récupérer des emails et les envoyer. Alors là, du coup... J'ai une question. Ouais, vas-y. Mais par contre, du coup, sur ce site-là, par exemple, mais comment on fait pour le faire connaître auprès des gérants de bar ou de resto? En fait, alors, très bonne question. Tu commences de manière totalement basique. Tu vas aller sur des groupes Facebook où tu vas pouvoir le publier. Et après, sinon, tu vas aller sur les sites internet des bars où tu vas envoyer au mail de contact, etc., etc. Le truc, c'est que tu as une démarche totalement différente. Tu n'arrives pas en disant, moi, je vends cette solution à un mec qui ne te connaît pas, qui n'a pas le temps, il est toujours busy, il ne travaille pas d'heures, il n'en peut plus. Tu arrives en lui disant, moi, je suis trop cool. Moi, j'arrive et je te propose de t'aider gratuitement. Je te donne un score, je te donne des recommandations, etc. Et en fait, ça change tout. L'approche change tout. Et du coup, après, tu peux construire cette confiance et le convertir à la fin. Alors, du coup, il y a un outil qui est top, qui s'appelle ServeDigger. C'est un plugin Chrome qui coûte une $50, qui permet de transformer un site internet en un moteur de recherche. Par exemple, vous savez que sur des sites internet, il y a des gens qui mettent leur adresse email. Par exemple, sur Instagram, il y a des gens qui mettent leur adresse email dans leur bio, sur LinkedIn, Viadeo, etc. etc. L'idée, c'est de se dire, l'email, aujourd'hui, c'est encore un des meilleurs moyens pour contacter les gens. Parce que les gens ouvrent normalement, en théorie, leur email. Et du coup, on a beau faire tout ce qu'on veut avec du Facebook, du machin, etc. L'email, c'est très, très, très puissant. Du coup, cet outil, il fonctionne de manière très simple. Vous transformez un site internet en moteur de recherche. Vous choisissez des mots-clés. Donc, par exemple, moi, je me dis, j'ai envie d'envoyer ma plateforme de gros hacking à tous les CEO de Toulouse. Donc, je mets CEO. Patterns, je vais dire tous ceux qui ont des adresses mail, tous ceux qui ont des adresses mail, Gmail, Yahoo, etc., et qui sont donc basés à Toulouse. Et ensuite, je fais Start. Et là, la magie opère. Ou pas. Et du coup, en fait, ça va juste aller sur le web de manière totalement automatique. Alors, il y en a qui utilisent des logiciels de scrap, etc., etc. Moi, techniquement, au niveau technologie, je connais rien, le code, j'y connais rien. Mais en fait, il y a plein d'autres méthodes, il n'y a pas de problème, et ça fonctionne très bien. Et là, vous récupérez ces petits emails, et après, du coup, il n'y a plus qu'à les utiliser. Donc, vous laissez tourner tranquillou, vous allez prendre, je sais pas, vous allez boire un coup. Vous revenez, vous avez vos mails. Stocker, tac, download. Alors, enregistrer. Tac, et là vous avez votre liste de mails. Vous faites copier-coller comme ça. Tac. Et là, deuxième outil super sympa, qui s'appelle Woodpecker. Alors, attention, tac. Pas envie. Qui va permettre en fait de créer une campagne. Donc vous allez pouvoir du coup amener vos emails. C'est un peu petit, mais vous allez pouvoir rédiger votre email, donc mettre un objet, etc. L'objectif, c'est vraiment d'être ultra percutant. C'est-à-dire que les gens ne vous connaissent pas, encore une fois. Là on parle ça s'appelle le cold emailing. C'est-à-dire que là, la différence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est d'aller vers les clients les plus chauds. Là, on part du principe que ces gens ne vous connaissent pas et vous leur shootez un email. Boum. Mais vous pouvez faire du mass email, donc beaucoup d'emails. Un petit sujet, soyez super percutant.
pourquoi pas leur poser des questions ou mettre des choses comme quand tu es en 2017, tu mets en 2018, où le mec se dit putain moi j'ai envie d'être prêt pour 2018, etc. Il faut vraiment en fait se mettre dans la tête de son potentiel client et se dire qu'est-ce qu'il va faire qui va ouvrir cet email. Ensuite, bonjour, virgule, boum, 2-3 lignes qui expliquent rapidement qui vous êtes et ce que vous proposez, 2 points, le lien vers votre site. Et vous finissez par, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, revenir vers moi, etc. En mode, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un humain, et s'il a besoin d'éléments, vous êtes là pour répondre. Super important de ne pas en faire des pavés, parce que le mec n'a pas le temps, tout ce qu'il faut, c'est le convaincre en l'espace de 5 secondes. Encore une fois, le lien que vous allez mettre ici, vous allez dans URL Builder, que je vous ai montré tout à l'heure, vous copiez-collez le lien, et vous allez mettre dans source, email, numéro 2, etc., etc. Comme ça, quand vous irez dans Google Analytics, vous pourrez voir combien de personnes ont cliqué, combien de personnes, qu'est-ce qu'ont fait les personnes qui sont venues via email, est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils n'ont pas acheté, sur quelle page elles sont allées, etc., etc. Et après, ce qui est sympa, c'est de se dire, vous pouvez rédiger dès le début un email de follow-up. C'est-à-dire que vous mettez toutes vos adresses mail et vous dites, bon, nous par exemple, un exemple concret pour Insta Influenceur, on balance un email en mode salut, je m'appelle Pierre, je suis le cofondateur d'Insta Influenceur. Chez Insta Influenceur, ça fait 4 ans qu'on aide plus de 100 personnes à monétiser leur communauté sur Instagram. Hashtag bullshit. Il faut construire la crédibilité. Si vous voulez devenir un influenceur, nous en fait on a rédigé un petit article des 10 choses à suivre pour devenir un influenceur sur Instagram. C'est-à-dire je ne dis même pas que je lui vends des followers. Je lui dis, on a 10 articles encore une fois, pour construire la confiance. Du coup le mec il clique, il dit putain moi j'ai envie de devenir un influenceur Instagram en 2018. Boum, je clique. Il lit les 10 petites méthodes, tac tac tac, il est content, et à la fin, pouf, tu peux acheter Et la 10e méthode c'est, en fait si tu veux aller plus vite, tu peux carrément acheter des followers. Et là boum, ça convertit. Sauf qu'en fait, si j'étais allé directement sur le mec et j'avais dit achète des followers, il m'aurait dit mais c'est un spam, c'est de la merde, c'est le mec qui va me voler, etc. Mais en fait, je construis la confiance avant, et du coup, je le réchauffe. Et une fois qu'il est chaud, je lui présente le plat, et il achète. Et là, l'idée, c'est de se dire, email follow-up, là qu'on est en train de développer, on va écrire un nouvel article, mais en mode comment utiliser les stories Instagram pour augmenter votre rétention sur le business, etc. Et boum, on envoie. C'est-à-dire que si le mec n'a pas cliqué sur le premier lien, on le rappelle avec le deuxième lien une semaine après, et on augmente encore les chances de conversion. Voilà. Après ça, c'est pas ultra légal. Normal. Par exemple, aux États-Unis, c'est puni par la loi de contacter des gens comme ça sans leur autorisation. Donc il faut quand même le faire avec des pincettes. L'idée, c'est comme tout, moi c'est ma règle par rapport au spam, c'est de se dire que si on propose le bon produit à la bonne personne, même s'il ne nous connaît pas, dans tous les cas, c'est pas du spam. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment essayer d'être ultra ciblé sur l'envoi, d'email, puisqu'en fait, si on envoie à tout le monde, genre on se dit, voilà, les femmes entre 20 et 40 ans, là on est sûr qu'on fait du spam. Et là, c'est pas cool. Du coup, l'idée, c'est de toujours être dans l'hyper-personnalisation. Si vous pouvez avoir son prénom, mettez son prénom. Si vous pouvez mettre des choses sur la personne que vous connaissez, n'hésitez pas. Et avec ce genre d'outil, vous pouvez, mettre des sections où c'est automatisé, où ça va se compléter suivant la personne. C'est-à-dire que si vous avez un fichier Excel avec le prénom, le nom, l'entreprise de la personne, vous mettez des petits guillemets dans le mail, et en fait, ça va se mettre automatiquement. Tout va se mettre automatiquement de manière personnalisée à chaque personne. C'est quoi les noms des sites que tu as dit ? Voilà, c'est Woodpecker, donc c'est WOODPECKER. Ouais. L'outil pour scraper des emails, pour récupérer des emails, c'est Serdigger, donc SERPDIGGER, je crois. Et voilà. Et du coup, je vais juste finir par vous dire que tac, que comme je vous l'ai dit, on a lancé la plateforme en français de ma Business Academy aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a une formation gratuite. Il y a une formation gratuite dessus, vous pouvez vous inscrire. Ça revient sur pas mal de choses que j'ai dit. Ça donne aussi d'autres outils, d'autres méthodes, etc. Il y a 8 leçons, donc c'est sous forme de texte à lire. Et voilà, n'hésitez pas à partager avec les gens qui ça pourrait intéresser. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Et sinon, je suis au foyer bientôt.